Patrick Niedot, bonjour. Bonjour. On a vraiment envie de danser quand on voit une comédie Toujours, musicale. c'est ça, la comédie musicale, c'est la vie, on a envie de danser, de chanter, c'est ça. Alors, vous êtes vraiment le spécialiste en France des comédies musicales. Vous êtes aujourd'hui conférencier, notamment au Théâtre du Châtelet et pour la Philharmonie de Paris. Aux États-Unis, vous êtes connu comme cet homme qui a écrit donc, cet énorme bouquin sur les comédies musicales, un bouquin qui fait quand même plus de 3 kilos, il faut le dire. C'est ça. Voilà, donc vous êtes un puits de science sur les comédies musicales. Vous allez essayer de nous faire partager cette passion. Et puis donc, cette histoire de la comédie musicale qui s'inscrit avec l'arrivée à New York au début du XXe siècle, donc des migrants qui vont construire la ville de Manhattan. Et Broadway. Broadway, en fait, s'est construit en même temps que la ville. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que les immigrants qui arrivent avec tout leur bagage. Ils arrivent avec leurs instruments de musique, ils arrivent avec leurs chansons. Et puis, au tout début de Broadway, en fait, les spectacles musicaux sont faits en différentes langues, soit en yiddish, en allemand, en néerlandais. Et puis, c'est au fur et à mesure des années... Donc un melting pot musical. Au début, c'est un melting pot, exactement. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, les spectacles deviennent de plus en plus en anglais, parce que tout le monde commence un peu à parler anglais. Et les spectacles finissent par monter dans Manhattan, c'est-à-dire aller du bas de Manhattan, là où arrivent les immigrants, jusqu'au milieu de Manhattan, où, évidemment, Broadway se construit. Alors là, on est dans les années 15-20. Bon, l'opéra est toujours un genre majeur, avec aussi l'opérette, et c'est de l'opérette que va naître la comédie musicale. Notamment, c'est de l'opérette, mais les Américains font justement un conglomérat d'un certain nombre de choses. Ils font d'abord, évidemment, de l'opérette européenne, et puis il y a ensuite ce qu'on appelle le vaudeville, c'est-à-dire ces petits spectacles où on joue du Shakespeare, où on chante une chanson. Il y a les spectacles de cirque aussi. Tout ça fait que la comédie musicale se construit à partir des années 1910, même si avant, il y a des spectacles qui sont considérés comme des comédies musicales. Mais à partir des années 1910, on commence à structurer la comédie musicale, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une histoire et puis des chansons qui font avancer l'histoire. C'est ça le thème de la comédie musicale, en fait. Et en fait, il va y avoir l'émergence d'un film, donc Showboat, en 1927, qui va vraiment casser les codes et faire émerger donc la comédie musicale comme on la connaît aujourd'hui. Alors, Showboat en 1927, c'est pas un film, mais une comédie musicale scénique. Ça deviendra un film plus tard, même 2 ou 3 films, puisque Showboat a fait l'objet de plusieurs films. Mais en fait, Showboat est la comédie musicale fondatrice de la comédie musicale américaine. Showboat, c'est une très très grande comédie musicale montée par le roi de la revue qui s'appelle Florence Ziegfeld. Tout le monde connaît les Ziegfeld Follies, mais lui, il avait une idée, c'était de monter un spectacle absolument grandiose, et il le monte avec Jérôme Kern et Oscar Hammerstein, qui sont les deux piliers de cette époque, en fait. Ce sont des gens qui écrivent de la comédie musicale déjà. Et Showboat, c'est un thème particulier parce que c'est l'histoire d'un bateau-spectacle, premièrement, qui va sur le Mississippi. Et puis... qui devient un peu politique aussi. Chose importante, bien sûr, c'est politique, puisqu'on y parle de racisme, on y parle d'alcoolisme, on y parle de divorce. Il y a plein de thèmes qui sont abordés dans Showboat qui n'avaient été jamais abordés jusqu'à présent. Et c'est pour ça que Showboat devient la comédie musicale fondatrice de la comédie musicale américaine. Alors après, donc, il y a l'électricité qui devient de plus en plus présente dans les spectacles, et puis aussi l'arrivée du cinématographe. Alors qu'est-ce que ça change tout ça dans la comédie musicale ? Tout ça change que, en fait, à partir du moment où on a l'électricité, évidemment, c'est beaucoup plus facile de changer un décor, par exemple, ou au fur et à mesure d'avoir des micros devant sur scène, parce que les micros ne sont pas tout de suite accrochés comme on a notre micro accroché maintenant. En fait, au fur et à mesure des années, le progrès technique fait progresser la comédie musicale américaine. Ça, c'est sans aucun doute. Et alors, à quel moment ça bascule dans le cinéma ? Alors, ça bascule dans le cinéma dès la première comédie musicale cinématographique, en fait. On a 1927, Le chanteur de jazz, qui est une comédie musicale, et à partir du moment où on peut chanter et en même temps entendre les paroles d'une comédie musicale filmée, on fait en sorte de faire des films et des films et des films musicaux pendant toutes les années 30. Alors, à quel moment on peut situer en fait l'âge d'or de la comédie musicale américaine ? Alors, l'âge d'or de la comédie musicale américaine, c'est tout simple, c'est 1943, c'est l'arrivée de Oklahoma. Oklahoma, c'est monté par un couple qui s'appelle Rodgers et Hammerstein, qui vont écrire
9 comédies musicales ensemble. Ils sont les piliers de l'âge d'or de la comédie musicale. Donc 1943, c'est Oklahoma, et ça se terminera en 59 avec La Mélodie du bonheur. Entre-temps, ils auront écrit évidemment South Pacific, ils ont écrit Le Roi et moi. Ce sont les piliers de l'âge d'or de la comédie musicale américaine, et on ne peut pas dire que l'âge d'or se termine d'un seul coup, ça se termine en s'étiolant, on va dire, lors de l'arrivée en fait du rock'n'roll. Le rock'n'roll fait en sorte que les jeunes n'ont plus envie d'aller voir des comédies musicales avec leurs parents. Donc, oui. Et il va y avoir ça, et puis il va y avoir aussi des événements politiques comme la guerre du Vietnam, qui va amener un changement majeur aussi dans la comédie musicale, avec notamment ce film Air. Alors vous écrivez, en fait, Air est une expérience bien plus qu'un musical. Bien sûr, c'est une expérience Air, parce que en allant voir Air, vous êtes contre la guerre du Vietnam. À partir de 67-68, on a de toute façon des très très grands mouvements contre la guerre du Vietnam, et Air arrive au milieu de ces mouvements, et les gens vont voir Air, non pas pour essayer de voir une comédie musicale, mais pour s'associer au mouvement guerre du Vietnam. Il faut savoir que la guerre du Vietnam, elle commence au début des années 60, hein, donc on est en plein dedans. Les Américains ont perdu déjà beaucoup d'hommes, et puis Air, c'est une approbation du message de Air, c'est-à-dire on veut que la guerre du Vietnam s'arrête. Alors, dans le même temps, il y a un autre pays qui va commencer à être extrêmement productif. C'est en fait le Royaume-Uni, qui va arriver avec des méga shows qui n'ont jamais été vus jusqu'alors. Vous avez raison, on a appelé ça les méga musicales d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Evita arrive à Broadway, le show d'Andrew Lloyd Webber, et puis Cats, Les Misérables, qui est un show français qui a été remanié par des Anglais, à partir du moment où on a tout ça, les Anglais, on va dire, les Anglais débarquent aux États-Unis, montrent des shows absolument incroyables. C'est ce qui fait revivre Broadway dans les années 80. Avec une publicité hors du commun. Non seulement la publicité, mais les spectacles. On parle en effet de méga shows, c'est-à-dire que ce sont des spectacles qui n'ont jamais été vus jusqu'à présent à Broadway, et on fait en sorte que les gens viennent voir avec justement des teasers. On leur dit vous allez voir ce que vous allez voir, attendez le chandelier pour le fantôme de l'opéra. C'est véritablement les Anglais qui font revivre Broadway dans les années 80, puisque dans les années 70, Broadway était en train de mourir de sa propre mort. C'était devenu un coupe-gorge, il y avait des sex shops absolument partout, les théâtres sont devenus des cinémas pornographiques, et à partir de 1980, on fait en sorte que Broadway revit grâce au grand show anglais. Alors bon, pour terminer, la comédie musicale française, quelle est sa spécificité? Alors, j'appelle ça, moi, le spectacle musical plus que la comédie musicale. On a véritablement une spécificité, d'ailleurs, qui plaît beaucoup en Asie, qui plaît beaucoup en Russie, mais qui ne plaît pas aux Américains et aux Anglais. En fait, nos spectacles sont plutôt des chansons mis bout à bout, et puis... ça a commencé avec Starmania. Ça a commencé avec Starmania, même un petit peu avant avec la Révolution française et puis Mayflower, mais Starmania est vraiment une œuvre culte parce que de toute façon dans Starmania il n'y a que des tubes, et puis ça continue évidemment où il y a Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, Les 10 Commandements, Roméo et Juliette. Tous ces spectacles sont spécifiquement français, c'est-à-dire que le livret est succinct, mais par contre on a des chansons qui passent en radio, et puis des albums qui sont vendus par centaines de milliers, des vidéos la même chose, alors que les Américains n'ont pas du tout ce même modèle. On enregistre très rarement un album avant l'arrivée d'un spectacle à Broadway. Ici, en France, pendant les années 2000, au début des années 2000, on enregistre d'abord un album, et puis l'album fonctionne, et on en fait un spectacle évidemment grandiose. Notre-Dame de Paris était grandiose, Les 10 Commandements, tout le monde sait que ces spectacles ont marqué la comédie musicale ou le spectacle musical français. Merci beaucoup Patrick Niedot pour cet éclairage sur la comédie musicale. Je rappelle donc le titre de votre livre, Hello Broadway, une histoire de la comédie musicale américaine, paru aux éditions Ipanema. Merci beaucoup. Merci à vous.